Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2202 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 10 mars avec quelques anniversaires et tout d'abord c'est l'ex-attaquant Blaugrana, ex-attaquant camerounais Samuel Eto'o. Il fête aujourd'hui ses 42 ans, considéré comme l'un des meilleurs numéro 9 de l'histoire du football. Un petit rappel de tout ce qu'il a pu remporter dans sa carrière. Il a un immense palmarès, donc 2 Coupes d'Afrique des Nations, donc 2 CAN en gros, une fois les Jeux Olympiques, 3 Ligues des Champions, une Coupe du Monde des clubs, 3 Ligas, 2 Super Coupes d'Espagne, 2 Coupes d'Espagne, une Serie A, 2 Coupes d'Italie et une Super Coupe d'Italie. Donc immense palmarès pour Samuel Eto'o. Partout où il est passé, partout où il a gagné, que ce soit du côté de l'Inter, que ce soit du côté du Barça, que ce soit en Angleterre avec son ancien club de Chelsea. Donc voilà, bon anniversaire à Eto'o. Il y a aussi un ancien Blaugrana également, c'est Ivan Rakitic. Il fête aujourd'hui ses 35 ans, ce joueur maintenant qui évolue du côté de Séville. Bon anniv au joueur croate. Il y a aussi Noni Madueke, nouveau joueur de l'équipe de Chelsea depuis le dernier mercato hivernal. Il fête aujourd'hui ses 21 ans, l'attaquant anglais. Il y a aussi Alassane Plea, l'attaquant de Gladbach. Il fête aujourd'hui ses 30 ans. Il y a aussi 2 clubs, 2 gros clubs. Tout d'abord, l'équipe de Chelsea. Donc l'équipe anglaise fête aujourd'hui ses 118 ans d'existence. Bon anniversaire à Chelsea. Il y a aussi l'équipe française du Stade Rennais. Il fête aujourd'hui ses 122 ans, cette équipe mythique dans le championnat de Ligue 1. On va passer maintenant sur tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. Donc hier soir c'était jeudi et jeudi c'est l'Europa League et l'Europa Conference League. On commence tout d'abord avec l'Europa League, avec cette belle affiche entre Manchester United et l'équipe du Betis Séville. Et c'est Manchester United qui s'est imposé plutôt facilement 4-1. Donc en gros plus 3 goal average avant le match retour qui se jouera la semaine prochaine à Séville. Donc Rashford, Anthony, Bruno Fernandes et Wout Weghorst, les 4 buteurs côté Manchester United. Donc après avoir éliminé une autre équipe espagnole, l'équipe du Barça. Donc Manchester très bien parti pour se qualifier pour les quarts de finale de cette Europa League avec une victoire 4-1. Ça sent bon quand même pour les Red Devils. Donc les stats de la partie, donc il y a eu beaucoup plus de tirs côté Manchester, plus de 26 tirs. 13 tirs cadrés, c'est énorme, comme 13 tirs cadrés pour 4 buts. Il aurait pu avoir beaucoup plus de buts côté Manchester United, l'équipe du Betis, c'est 7 tirs, 2 tirs cadrés, 1 but. Donc voilà, victoire logique et méritée des Red Devils. Et Manchester United s'est imposé hier soir face au Betis avec le même 11 qu'avait aligné Erik ten Hag lors de la défaite 7-0 face à Liverpool. Vous savez, cette claque qu'a pris Manchester United dimanche dernier contre Liverpool. En gros, c'était le même 11, il a fait confiance au même joueur. Et cette fois-ci, c'est victoire 4-1 contre l'équipe du Betis Séville. Toujours avec l'équipe de Manchester United à domicile, c'est très fort. 22 matchs consécutifs sans défaite à Old Trafford pour Manchester United, forteresse. Il reste comme sur 22 matchs sans perdre. Donc il y a eu bien sûr des matchs nuls, il y a eu beaucoup de victoires, mais aucune défaite sur leur 22e rencontre à domicile. Donc voilà, magnifique série bien sûr pour cette équipe anglaise. Et toujours avec Manchester, vient d'enchaîner son 15e match à domicile en marquant au moins 2 buts. Une telle performance n'était plus arrivée depuis plus de 22 ans. C'était en octobre 2000, voilà, pour avoir vraiment la date exacte. Donc voilà, quand même 15 matchs d'affilée en marquant au moins 2 buts. Donc tout va bien actuellement du côté de Manchester United. Pour moi, peut-être actuellement, c'est la meilleure équipe du côté de l'Angleterre, cette équipe des Red Devils. Et toujours avec Manchester United, on va parler de Wout Weghorst qui a inscrit le 4e et dernier but du côté des Red Devils. Donc il a inscrit son premier but à Old Trafford avec Manchester après 23 tentatives non concluantes. En gros, il a déjà fait 23 tirs sur ce match-là, plus les matchs précédents à domicile. Il n'avait jamais réussi à marquer le moindre but, ça y est, enfin il a marqué à domicile parce qu'il avait déjà été buteur en dehors de Old Trafford. Donc Wout Weghorst en pleure après son but, il était très très content. Donc voilà, on peut voir la joie de l'ancien joueur, je crois qu'il évoluait dans le championnat turc. Il n'oubliez pas qu'il est prêté par l'équipe de Burnley, voilà, l'attaquant néerlandais. C'est lui en gros qui remplace Cristiano Ronaldo qui a quitté le club là, il y a quelques semaines. Donc voilà, très content pour son premier but devant son public. Lui aussi bien sûr du côté de Manchester, tout le temps buteur, Marcus Rashford. Donc encore buteur pour Manchester United, il est dans une forme incroyable, l'attaquant anglais. Donc déjà 26e but de la saison pour Marcus Rashford. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il fait une énorme saison. Donc Rashford fait son entrée dans le top 3 des meilleurs buteurs de la saison, toutes compétitions confondues. Donc le premier c'est Haaland, 33 buts, le deuxième c'est Mbappé, 30 buts. Et Rashford avec son 26e but, il est 3e. Toute compétition confondue, on parle en club. Donc voilà, c'est énorme bien sûr ce que réalise Rashford et ce que réalise aussi Mbappé et Erling Haaland. Donc voilà le but de Marcus Rashford, toujours avec sa célébration, il met son doigt bien sûr sur sa tête, c'est sa célébration où beaucoup de autres joueurs, bien sûr, quand ils marquent aussi, font la célébration du joueur anglais. Et toujours avec Marcus Rashford, donc rien à voir avec le match hier, mais bon, ça le concerne, parce qu'officiel, Marcus Rashford est élu joueur du mois en Première Ligue. J'ai déjà dit il y a quelques jours qu'il était élu meilleur joueur
côté de Manchester. Et là, cette fois-ci, meilleur joueur du mois du côté de l'Appel. De nouveau pour lui, donc sur le mois de février, donc il a inscrit 5 buts en championnat. C'était le grand favori. En plus, je vous l'avais dit quand j'avais montré la liste de nominés. Et voilà, c'est lui qui remporte ce prix. Et c'est déjà la 3e fois cette saison qu'il remporte le prix d'un joueur du mois du côté du championnat anglais. Une énorme saison de la part de Marcus Rashford. Et toujours avec Manchester United, donc plus grand nombre de victoires, toutes compétitions confondues cette saison parmi les équipes du top 5 européen. On peut voir Manchester United avec leur victoire hier, c'est comme leur 31e victoire, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Donc ils font bien mieux que le Barça, Naples, le Real, PSG et City, qui sont les équipes après qui les suivent, avec 27 victoires pour ces 5 autres équipes-là. Manchester, 31. Donc voilà, Manchester, c'est l'équipe qui a le plus gagné cette saison. On continue avec l'Europa League et avec des autres belles affiches. Le Sporting contre Arsenal, score final 2-2. On peut voir tous les buteurs. À noter que William Saliba, l'ex-défenseur de l'OM, défenseur français de l'équipe de Arsenal, a été buteur à la 22e minute de jeu. Voilà les stats, j'ai pas vu le match, mais voilà les stats de cette rencontre. Et le scénario un scénario complètement fou, parce qu'Arsenal menait 1-0, après c'est Sporting qui menait 2-1, et du coup Arsenal a réussi à égaliser à 2-2. Du coup tout se jouera au match retour, donc là les buts de toute façon l'extérieur ne compte plus, on le sait, donc là c'est 0, donc c'est comme s'il n'y avait pas eu de match aller, donc le match retour sera bien sûr déterminant pour la qualif pour les quarts de finale. On va parler de la Juventus Turin qui jouait contre l'équipe allemande de Fribourg, et la Juventus, petite victoire, mais victoire qui donne pas 3 points vu que c'est de la coupe bien sûr, mais une victoire voilà, qui donne un avantage pour se qualifier pour les quarts. Donc une victoire 1-0 et c'est Angel Di Maria, l'unique buteur du match. N'oubliez pas que Di Maria, voilà, sur le dernier match d'Europa League, il avait marqué un triplé contre l'équipe de Nantes, donc il reste quand même sur 4 buts sur ses 2 derniers matchs. Donc les stats de la partie, bon là aussi j'ai pas vu le match, mais bon il n'y a rien à dire. La Juve c'est plus de 20 tirs, 6 tirs cadrés, 1 but, donc 5 arrêts du gardien de Fribourg. Donc Fribourg, je sais pas s'ils ont existé, seulement une frappe dans le match qui n'a pas été cadrée. Donc voilà, vraiment match très tranquille de la Juve qui aurait pu marquer beaucoup plus de buts. Donc tout se jouera parce que ça reste jouable pour Fribourg devant son public pour le match retour qui est prévu semaine prochaine. Et pour revenir les gars sur Angel Di Maria, j'ai dit 4 buts en 2 matchs d'Europa League, donc un hier et le triplé, c'était il y a quelques jours contre l'équipe de Nantes à la Beaujoire. C'est toujours un joueur bien sûr de classe mondiale. Angel Di Maria, on sait que du côté du PSG, ils n'en voulaient plus du côté du PSG parce qu'il était trop vieux tout ça, et quand on voit la saison du Paris Saint-Germain, je pense qu'il aurait pu apporter beaucoup quand même. Angel Di Maria, bref, donc toujours avec Di Maria, donc c'est 15 buts et passes D en 24 matchs pour Angel Di Maria cette saison avec la Juventus. À 35 ans, l'Argentin continue de performer au plus haut niveau, donc voilà, magnifique saison comme d'habitude. On se souvient aussi de sa finale de Coupe du Monde qui avait été énorme, il avait fait vraiment beaucoup de mal à l'équipe de France. Et toujours avec Di Maria, il a dit on est là pour la gagner, donc cette Europa League, tout comme la Coppa Italia. Je sens l'affection des gens, c'était difficile au début, mais là je sens les gens proches de moi. On parlera avec le club pour le reste, parce qu'oublie pas qu'il avait signé un an du côté de la Juve, donc là au 30 juin il est en fin de contrat, donc s'il marque comme ça, s'il est décisif, on sent que la Juventus pourrait lui proposer de nouveau prolonger son contrat malgré ses 35 ans, et peut-être qu'il pourrait essayer, prolonger d'une saison de plus du côté de la vieille dame. Et toujours avec la Juventus Turin, donc à noter que Paul Pogba était forfait pour le match, donc c'est dit non, Paul Pogba encore blessé, tout ça, il vient de revenir, il est déjà blessé, non, c'est pas à cause de ça. Donc l'absence de Paul Pogba est une décision disciplinaire. Il est arrivé en retard, donc c'était avant-hier soir à la mise au vert, donc l'avant-veille du match. En gros, il arrivait en retard, il y avait une réunion, tout ça avec tous les joueurs, il arrive en retard, je sais pas de combien de temps, et du coup, il a été sanctionné. Il a été forfait pour le match, donc voilà. Bien sûr, il faut de la rigueur, on sait dans les équipes, et ça n'a pas été respecté par Paul Pogba. Et toujours avec cette équipe de la Juventus, un journaliste de Sky, il a dit par rapport à Allegri, donc Allegri n'est pas adapté pour la Juventus, il n'a pas les connaissances footballistiques, il a gagné à une époque où les champions étaient capables de gagner seul un match, il ne fait pas évoluer les joueurs, Vlahovic en est l'exemple. Donc voilà ce que pensent par exemple quelques journalistes, on peut dire, sur Allegri, le coach actuellement de cette équipe de la Juventus Turin. On continue toujours avec les clubs italiens, donc victoire de la Juve, victoire également de l'AS Roma qui jouait contre la Real Sociedad. N'oubliez pas que l'AS Roma contre la Juve, c'était le dernier match de championnat, ils sont affrontés les deux là, et ces deux équipes ont joué là en Europa League. Bref, donc l'AS Roma, une victoire 2-0, donc félicitations à l'équipe de José Mourinho, donc El Shaarawy et Kumbula, les deux buteurs côté AS Roma qui prend une petite option quand même, une belle option quand même pour se qualifier
Pour la suite de la compétition, on peut voir les stats du match entre l'équipe romaine et l'équipe de la Real Sociedad. Il y avait aussi l'équipe de Séville contre le Fenerbahçe. Et Séville, on sait, c'est leur compétition, l'Europa League, malgré qu'en championnat, c'est pas ouf. Je crois qu'ils doivent être aux alentours de la 10e place, ce qui n'est pas un bon classement pour cette équipe de Séville qui doit jouer les premiers rôles. Mais en Europa League, ça performe toujours. Donc une victoire 2-0. Lamela et Jordan, les deux buteurs côté sévillan, 2 buts inscrits en seconde période. On peut voir les stats de la partie. On peut voir quand même que le Fenerbahçe a plus tiré, mais c'est bien Séville qui a été plus efficace. Le Bayer Leverkusen qui avait éliminé l'équipe de Monaco au tour précédent, donc il joue contre Ferencváros et ça passe, enfin pour le match aller, victoire 2-0 pour cette équipe du Bayer Leverkusen, Tapsoba et Demirbay, les deux buteurs de cette rencontre. Donc là aussi belle option pour se qualifier pour le Bayer Leverkusen. On peut voir les stats de la partie, donc match retour en Hongrie semaine prochaine. Il y avait aussi un match avec beaucoup de buts à Union Berlin contre l'équipe de Saint-Gilloise, donc une équipe belge, score final 3 partout. Donc voilà, tout se jouera au match retour cette fois-ci en Belgique, vu qu'il y a eu match nul lors du match aller. On peut voir comme qu'Union Berlin a dominé cette équipe de Saint-Gilloise, mais Saint-Gilloise efficace, 4 tirs cadrés, 3 buts, alors que l'équipe de Union Berlin plus de 8 tirs cadrés et seulement 3 buts inscrits. Et pour finir, la dernière affiche, donc c'était entre le Shakhtar et le Feyenoord. Donc là aussi tout se jouera lors du match retour. Donc le Shakhtar qui avait éliminé l'équipe de Rennes, donc là ils se sont fait accrocher contre le Feyenoord. Donc ça se jouera à Rotterdam, la qualification de la semaine prochaine. On peut voir que comme le Feyenoord Rotterdam aurait même pu gagner, parce que plus de 21 tirs, 6 tirs cadrés, 1 but, alors que le Shakhtar seulement une frappe cadrée, 1 but. Donc voilà, tout se jouera semaine prochaine pour la qualif. Donc voilà les 8 résultats de cette Europa League. Donc il y a des équipes, je pense, quasiment sûres d'être qualifiées, comme Manchester United avec un +3, 4-1. Donc voilà, ça sent bon quand même pour les Red Devils. Il y en a qui ont des belles options comme l'AS Roma, comme Séville, comme Leverkusen. Puis il y en a des matchs qui seront très incertains. Il va falloir attendre la semaine prochaine, comme Arsenal, comme Union Berlin, comme en gros il y a tous les matchs nuls. Donc voilà. Et toujours avec cette Europa League, regardez les 4 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs de cette semaine d'Europa League. Il y a Boniface, il y a Dybala, il y a Tapsoba plutôt, désolé, et Bruno Fernandes, le joueur de Manchester United. Donc là, on connaîtra certainement aujourd'hui l'heureux élu par rapport à cette Europa League. On va parler cette fois-ci de l'Europa Conference League. Vous savez, la toute plus petite Coupe d'Europe. Et là, il y avait une équipe française, la dernière engagée. C'est l'équipe de Nice qui jouait du côté de la Moldavie, du côté de Sheriff Tiraspol. Et Nice s'est imposé 1-0. Donc Amraoui, l'unique buteur du match. En plus, un magnifique but. On ne sait pas s'il veut centrer, tirer, mais bon, ça finit au fond des filets. Ça fait but. Donc on retient surtout son magnifique but. Juste avant, en plus, la mi-temps pour mettre un gros coup de massue aux Moldaves. Donc les stats de la partie. Donc Tiraspol a eu plus de tirs, 14 tirs contre seulement 6 pour Nice. Mais voilà, tirs cadrés, 3 des 2 équipes et Nice a été plus efficace. Donc Nice prend une belle option pour se qualifier. Il va falloir cette fois-ci confirmer la semaine prochaine à domicile pour valider cette qualif pour les quarts de finale de cette Europa Conference League. Et le gym s'est fait peur, mais le gym s'impose. Et bien sûr, c'est une très bonne opération pour eux. Et Nice a remporté la première rencontre de son histoire en phase d'élimination directe de Coupe d'Europe à l'extérieur. Jamais c'est arrivé qu'ils gagnent un match à l'extérieur. Je vous parle en match élimination directe. Donc félicitations à cette équipe de l'OGC Nice. Et concernant le buteur Ayoub Amraoui, qui a seulement 18 ans, qui joue actuellement son 3e match en professionnel, il vient d'inscrire le premier but de sa carrière. Magnifique but, comme j'ai dit. On ne sait pas s'il veut tirer, centrer, mais bon, ça finit au fond des filets. Et c'est ça, bien sûr, le plus important. Il y avait aussi des autres matchs en Europa Conference League. Tout d'abord, il y avait un beau Anderlecht contre l'équipe de Villarreal. Score final 1 partout entre ces deux équipes. On peut voir les stats de la partie. La Fiorentina contre l'équipe de Sivasspor, donc une équipe turque. Donc la Fiorentina s'est imposée 1-0. On peut voir les stats de la partie. Fiorentina, c'est quand même pour moi les favoris pour remporter cette Europa Conference League. Et c'est qu'elle a été avec la victoire de la Fiorentina, avec la victoire de la Juve, avec la victoire de l'AS Roma. Donc un jeudi soir parfait pour les clubs italiens en Coupe d'Europe. Voilà, les 3 qui ont joué hier, les clubs italiens, mais ils ont tous gagné ces 3-là. Il y avait aussi West Ham. C'est que West Ham aussi, ça reste une très belle équipe qui peut gagner cette Europa Conference League. Donc il jouait, c'était du côté de Larnaca et victoire 2-0. Antonio qui a marqué les 2 buts. Donc voilà, belle option, très belle option même pour se qualifier pour West Ham pour les quarts de finale. Il y avait aussi Bâle contre l'équipe de Bratislava. Score final 2 partout. Il y avait aussi Gent contre Istanbul. C'est que c'est une équipe turque, 1 partout. La dernière affiche, bon là il faut c'est entre Poznan et je sais pas c'est qui l'autre équipe, je trouve c'est Djurgården, donc je sais même pas où c'est, peut-être en Danemark. Bon, il y a eu 2-0 pour l'équipe à domicile, voilà, concernant ce dernier match. Donc voilà tous les résultats de ces 8e de finale aller de l'Europa Conference League.
Donc voilà, semaine prochaine, match retour. Et là, bien sûr, tout sera décidé pour la qualif. Donc les 4 nominés pour être élus meilleurs joueurs de cette semaine. Donc Antonio avec son doublé, bien sûr, c'est le grand favori. Il y a Milic, il y a Carlson et aussi West. Donc voilà, je vous ai dit, Antonio, ça devrait être lui qui devrait remporter ce prix du meilleur joueur de la semaine. En Europa Conference League, bien sûr. Du coup, vu que là, il n'y a plus de matchs de Coupe d'Europe cette semaine, on peut voir le classement UEFA actuel qui a été mis à jour après cette semaine de Coupe d'Europe. Donc toujours le championnat anglais en tête avec plus de 105 000 points. L'Espagne, la Liga, 90 000 points. Après, il y a toujours des creux comme il y a beaucoup d'écart à chaque fois. Après, l'Allemagne, 81 000 points. L'Italie, 75 000 points. Puis après, il faut revenir 15 000 points en arrière. Et là, c'est la France, 60 000 points. Et après, les Pays-Bas et le Portugal reviennent quand même sur la France, vu que la France a plus que Nice. Alors que côté néerlandais, il y a encore quelques équipes. Portugais, il y a encore le Benfica quand même qui est qualifié. Il y a le Sporting aussi qui a fait 2 partout hier. Donc voilà, bien sûr, c'est pour ça que c'est pas du tout bon quand même cette saison de Coupe d'Europe pour les clubs français. Et toujours avec les clubs français, cette fois-ci pour voir leur classement, combien ils sont au rang. Donc le PSG 6e meilleure équipe d'après le classement UEFA. Donc après c'est Lyon 26e, le Stade Rennais 37e, l'OM 52e, l'équipe de Nice qui est encore engagée 107e par rapport à toutes les équipes UEFA bien sûr, Saint-Etienne 119e ou même Bordeaux 121e. Donc voilà, le classement bien sûr des clubs français. On revient nous sur la Champions League. Donc regardez la Team of the Week, en gros les meilleurs joueurs de cette semaine de Ligue des Champions après les 4 huitièmes de finale retour on peut dire. Donc des joueurs qui ont été très bons. Tiens, Yann Sommer, le gardien, malgré sa boulette quand même qu'il a failli causer un but. Donc il figure parmi les meilleurs joueurs. Koulibaly avec son gros match contre l'équipe de Dortmund, il est dedans. Cucurella, il est dedans. Alphonso Davids, gros match contre le PSG, il est dedans. La même chose pour Stanisic, la même chose aussi pour Goretzka contre le PSG, gros match. Rafa Silva, il est dedans. Donc voilà, tous les joueurs qui ont été performants sont bien dans l'équipe de la semaine. Et côté Bayern Munich, ce rouleau compresseur allemand. Donc la plupart des apparitions en quart de finale de Ligue des Champions, 33 fois, c'est eux qui ont le record. Titre en 3e position avec 6 trophées, 6 Ligue des Champions remportés sont la 3e position derrière le Real Madrid avec 14 titres. L'AC Milan 7 titres, ils sont 3e avec 6 titres, je crois qu'ils sont ex-aequo avec Liverpool, je crois qu'ils doivent en avoir 6 également. Deuxième plus grand nombre de victoires en Ligue des Champions, 229 victoires pour l'équipe du Bayern, sont derrière le Real Madrid qui est premier dans ce classement. Deuxième plus grand nombre de buts, toujours derrière le Real Madrid, donc eux, ça a 803 buts, cette équipe du Bayern Munich. Plus longue série sans défaite en phase de groupe, 34 matchs quand même sans perdre en phase de groupe, et phase de groupe les plus parfaits, donc c'est-à-dire faire du 6 sur 6 en match de poule. Ils l'ont déjà fait 3 fois dans leur carrière, et c'est aussi quand ce record. Donc le Bayern est la royauté de la Ligue des Champions, encore un grand favori pour remporter cette compétition. Et les 4 joueurs entrants au Bayern Munich, donc cet avant-hier soir, sont tous titulaires dans nos clubs respectifs. C'est vrai que quand tu vois Gnabry, Mané, Cancelo et Leroy Sané qui ont commencé sur le banc du côté du Bayern Munich, c'est vrai qu'il y a une énorme profondeur de banc du côté de ce club allemand. On voit ça, les joueurs qui sont rentrés lors du match contre le PSG. Côté PSG, c'est Carlos Soler qui rentre, Hugo Ekitike, ça n'a rien à voir. C'est vrai que ça se joue aussi sur le banc, voilà, pour se qualifier. Puis là, il n'y a rien à dire, bien sûr, le Bayern, c'est du top niveau. Et toujours avec le Bayern, nous pourrons bientôt compter en plus sur Lucas Hernandez, et ça fait plaisir. Absent des terrains depuis le 22 novembre, souvenez-vous, il s'était blessé lors de la Coupe du Monde avec l'équipe de France, lors du premier match, il s'était blessé contre l'Australie, au bout de 10 minutes de jeu. Et du coup, il a repris l'entraînement individuel. Bon, il n'a pas repris encore la compétition, là, il reprend l'entraînement, commence à courir. Le temps qu'il revienne à la compétition, je pense, il faut attendre encore 2 mois, mais je ne sais même pas s'il reviendra avant la fin de saison. Mais voilà, ça fait plaisir de le revoir déjà reprendre la course. Donc très bonne nouvelle pour Lucas Hernandez, et aussi très bonne nouvelle pour le Bayern Munich. Un top joueur du côté du Bayern, on sait, c'est Musiala et Kylian Mbappé, il l'a dit sur Jamal Musiala, top joueur, top, vraiment. Ce jeune joueur de seulement 20 ans, un futur peut-être ballon d'or, ce jeune Jamal Musiala. Le PSG est raillé dans toute l'Europe par la presse. C'est vrai que le PSG a beaucoup mangé dans toutes les presses, que ce soit en Espagne, en Italie, en France, en Angleterre. Déjà acheté, déjà échoué, peu importe, acheté à nouveau, échoué à nouveau, en gros, voilà. Ce qui résume le PSG, c'est échec, échoué, voilà, par rapport encore à cette désillusion en Champions League. Et concernant Christophe Galtier, le coach, et Luis Campos, le directeur sportif, donc ils resteront au Paris Saint-Germain. J'ai dit hier soir qu'il y avait une réunion spéciale du côté de Paris hier, où Nasser voulait faire une réunion d'urgence par rapport à encore cette élimination, et du coup ce qui a été dit, c'est que voilà, ces 2 personnes là resteront en poste au moins jusqu'à l'été prochain. Donc seule la perte du titre en Ligue 1 leur coûterait leur place, donc voilà, c'est vrai, il pourrait peut-être même en plus Galtier reste encore la saison prochaine. Bon, après c'est ce qui se dit, on verra encore ce qui se passera l'été prochain, parce qu'on sait souvent que le mercato parisien est très mouvementé, que ça soit
pour les joueurs et des fois même pour les entraîneurs. Et le duo Galtier-Campos doit-il quitter le PSG? Oui maintenant, oui en juin, non si champion, non dans tous les cas. Quasiment 6000 votes et la plupart ont mis oui maintenant. Il y a beaucoup de votants qui ont mis oui, c'est maintenant qu'il faut les virer. Bon, je trouve pas que ça soit la bonne solution, ça sert à rien, il reste plus que le championnat. Je pense que ça va le faire quand même pour le PSG. Moi j'ai mis plutôt oui en juin. L'été prochain. C'est vrai que c'est pas bon à chaque fois de virer les entraîneurs, tout ça, mais bon, je trouve qu'il y a des autres entraîneurs peut-être avec une autre philosophie de jeu, un autre schéma de jeu qui pourrait apporter beaucoup du côté de Paris. Toujours avec le PSG, donc après cette élimination, il y en a qui vont certainement quitter le club. Le PSG aurait mis quelques joueurs sur la liste noire, la liste des transferts, on peut dire, et ils ouvriraient la porte au départ de Juan Bernat et aussi de Carlos Soler en cas d'opportunité. C'est que les deux là, bon, Bernat, voilà, c'est vrai qu'il a descendu comme son niveau. En plus, maintenant, il y a Nuno Mendes qui performe, donc c'est compliqué pour Bernat. Et Carlos Soler, c'est un sacré flop, Carlos Soler. Donc, Hugo Ekitike pourrait également partir. Donc, après, ça pourrait être un prêt pour Hugo Ekitike qui n'a jamais réussi. Il n'a pas le niveau. Voilà, on va le dire directement. Il n'a pas le niveau pour jouer du côté du Paris Saint-Germain. Tu peux le voir quand il rentre, contre Bayern, même contre des autres équipes. Il apporte trop peu. Donc, voilà, 3 joueurs qui pourraient quitter l'équipe du PSG. Après, bien sûr, cette élimination. Et côté arrivée, le PSG veut frapper fort comme l'été prochain, comme à chaque mercato, c'est toujours la même chose après une élimination, il y a toujours un gros mercato. Donc Luis Campos tente de convaincre Victor Osimhen de signer au PSG, donc là ce serait bien sûr une très bonne recrue, surtout que le PSG pour moi ils n'ont pas de numéro 9, ils ont Hugo Ekitike, vraiment un 9 pur, mais bon voilà, on sait qu'il ne fait pas l'affaire parce que Mbappé pour moi c'est pas un 9, ni Messi, ni Neymar, donc voilà, il faut vraiment un numéro 9 comme ils avaient avant avec Cavani, donc ce joueur Victor Osimhen, ça peut être un 9 bien sûr pour le PSG, donc le dossier bien sûr sera très compliqué vu que c'est un joueur de Naples. En plus, il est très bon et il coûte très très cher. Mais bien que l'attaquant rêve de jouer, lui, il rêve de jouer du côté de la Première Ligue. Un rendez-vous a eu lieu ces derniers jours à Paris entre son agent et Campos. Après, voilà, il rêve de Première Ligue, mais bien sûr, ça peut être une option pour lui. Le Paris Saint-Germain, après, il faudra débourser beaucoup d'argent parce que De Laurentiis, le président de Naples, s'il lâche Victor Osimhen après la saison qu'il vient de faire, je pense que c'est minimum 150 millions d'euros. Le PSG a les fonds, mais bon, à cause du fair play financier, il faudra laisser filer beaucoup, de joueurs, surtout avec des gros salaires. On pense bien sûr les gros salaires du club. Donc voilà, Luis Campos peut être, Victor Osimhen peut être une option pour Luis Campos. Et voilà, moi je validerais totalement bien sûr de voir revenir Victor Osimhen en Ligue 1, mais cette fois-ci du côté de Paris. Et aussi lui les gars, donc le PSG devrait prochainement aussi soumettre une nouvelle offre pour Bernardo Silva que le PSG a déjà voulu recruter, c'était l'été dernier. Le club de la capitale souhaite s'attacher les services du meneur de jeu portugais dès cet été, donc ça aussi ça peut être vraiment lui aussi, vraiment les deux là, s'ils arrivent du côté du PSG. Je valide totalement ces deux arrivées. Silva aussi c'est du très très bon niveau en milieu de terrain. Il pourra apporter énormément tout simplement à l'équipe parisienne. Donc après, pour l'instant, c'est des rumeurs, mais souvent, quand les rumeurs sont du côté du PSG, ça se fait. N'oubliez pas qu'il y a Skriniar aussi qui devrait arriver du côté du PSG l'été prochain. Concernant le prochain match du PSG, donc on est vendredi, le prochain match, c'est dès demain. Le PSG se déplace du côté de Brest, ça sera l'après-match élimination. Il y a noté les forfaits de Mukele et Marquinhos qui sont sortis sur blessure. Alors du match contre le Bayern, ils ne seront pas là, c'est sûr. Donc avant, ayant reçu aussi une béquille à un mollet face au Bayern, El Shaddai Bichabou, qui a du coup remplacé Mukele, lui qui avait remplacé Marquinhos. Vous savez que c'était un petit peu n'importe quoi les blessures lors du match contre le Bayern. Donc lui il est incertain parce qu'il a reçu une béquille, donc pas sûr qu'il soit disponible également. Donc c'est qu'il n'y a plus de défenseur. Kimpembe n'est pas là, donc il restera plus que Ramos et Danilo peut-être en défense, les deux défenseurs contre l'équipe de Brest demain. Michel Denisot sur l'élimination du PSG. Michel Denisot, c'est un ancien président du PSG, il a dit: le PSG est une grande entreprise mais pas encore un grand club. Les entraîneurs qui quittent le club sont très bons avant et après, donc le problème ne vient pas d'eux, c'est que ça vient pas du problème, ça vient du Paris Saint-Germain. Et moi le problème, je le sais, je vous l'ai déjà dit les gars, c'est le manque d'envie, le manque de mouillage de maillot. Je ne sais pas si ça se dit, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, des joueurs doivent donner beaucoup plus sur le terrain et le PSG ne peut pas gagner Ligue des Champions en jouant avec 8 joueurs. Voilà, avec 8 joueurs qui courent et 3 qui ne courent pas. Donc tu peux te permettre d'un joueur qui ne court pas, mais voilà, 3, quand les 3 sont devant titulaires, c'est pas possible. C'est pour ça que je veux. Moi j'espère des départs, j'espère 2 départs, celui de Neymar, celui de Messi. L'été prochain, bien sûr, conserver absolument Kylian Mbappé. Dugarry il a dit, Verratti, ce n'est plus possible, il fume plus de clubs que moi. Donc voilà. Il n'a pas progressé d'un iota depuis 10 ans, il n'a rien appris, il fait partie de toutes les déroutes. Marco Verratti qui a beaucoup mangé. Marco Verratti par rapport à sa double boulette lors du match avant-hier contre le Bayern. Sergio Ramos sur Twitter: c'est douloureux mais les champions renaissent de la défaite et se forgent dans l'adversité. Nous reviendrons. Bon après on le voit tout le temps ce message, nous reviendrons. Voilà, des joueurs parisiens l'année d'après, c'est toujours la même chose, on revient, on fera mieux l'année d'après puis du coup. Donc pour rappel, l'Espagnol sera en fin de contrat en juin prochain, doit-il être prolongé. Donc contrairement par exemple à Messi, Neymar, voilà tout ça
pour moi déçu, hein, que ce soit cette saison, même les saisons d'avant. Donc concernant Ramos, je pense que le PSG devrait le prolonger déjà parce qu'on peut voir qu'en défense, c'est un gros souci, il y a beaucoup de blessures, même si là on parle de la saison prochaine, mais pas Kimpembe ne sera pas là jusqu'à décembre. Je pense que le PSG devrait prolonger d'une année de plus Sergio Ramos, que j'ai trouvé plutôt bon, hein, ça a été, s'il y aurait eu un but inscrit du PSG contre Bayern, ça aurait venu de Sergio Ramos, donc je pense que le PSG doit le prolonger au moins d'une année de plus. Là n'est pas comme l'autre, hein, c'est vrai que la saison dernière, le Real Madrid 1% de chance de se qualifier. Il avait réussi cet exploit en demi-finale contre City. Cette fois-ci, on a revu le même tableau, mais pas avec les mêmes chiffres, pas les mêmes équipes. 98 contre 2% pour le PSG. Cette fois-ci, le miracle n'a pas eu lieu côté parisien. Evra explique pourquoi. Selon lui, Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde. Donc il a dit j'ai l'impression que Messi, Dieu lui a juste donné du talent alors que CR7 a dû travailler pour ça. Si Messi avait la même éthique de travail que Cristiano, Messi aurait 15 ballons d'or aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il dit en gros pour faire un petit bilan. Messi est né avec un talent. Ronaldo, il avait bien sûr des bases de football, mais vraiment il a travaillé pour être un très grand joueur. Et en gros, il dit que si Messi, avec le talent qu'il a, il aurait travaillé autant que Ronaldo, il aurait déjà 15 ballons d'or, il aurait raflé tous les ballons d'or pendant plus de 15 ans, le joueur Léo Messi. Et en parlant de Cristiano Ronaldo, vu qu'on parlait de CR7 et Messi de la part d'Evra, Ronaldo a joué hier avec son équipe de Al Nasser. C'était un match de la Ligue saoudienne, c'était contre l'équipe de Al Ittihad. Et l'équipe de Al Nasser a été battue contre ce dauphin. On peut voir les stats de la partie. Et du coup, l'équipe de Al Nasser n'est plus première, elle est deuxième maintenant de son championnat saoudien. C'est l'équipe de Al Ittihad qui a battu l'équipe de Al Nasser qui passe devant l'équipe de Cristiano Ronaldo. Donc voilà, déception de Cristiano Ronaldo après son match hier où il était le capitaine. Il a dit déçu du résultat, mais nous restons plutôt concentrés sur notre saison et les matchs à venir. Merci aux fans d'Al Nasser pour votre soutien. Nous savons que nous pouvons compter sur vous. Donc voilà la situation actuellement. C'est pour ça qu'on parle toujours un petit peu de CR7 malgré qu'il ne joue plus en Europe. Le programme aujourd'hui, il y a du football. On est vendredi, c'est la reprise des championnats comme Cologne. Bochum en Bundesliga. En Liga, il y aura Cadix contre Retafe. En Ligue 1, il y aura Lille contre l'équipe de Lyon. Et en Serie A, Spezia contre l'Inter Milan. Voilà les 4 affiches de ce soir. On parlera bien sûr des résultats demain. Et concernant le match Lille-Lyon, à noter que Lacazette est de retour dans le groupe lyonnais pour affronter Lille. Donc il était blessé depuis, ça faisait un mois, depuis le 12 février dernier qu'il était blessé. Et du coup, il est de retour, Alexandre Lacazette. Donc je ne sais pas s'il commencera titulaire ou non, mais il est dans le groupe de Lyon. On va parler d'une info officielle, je vous l'avais dit hier. Il y avait une réunion, c'était le 9 mars avec Corinne Diacre, avec la FFF, tout ça, ça y est. Donc officiel, Corinne Diacre n'est plus la sélectionneuse des Bleus par rapport, vous savez, Wendy Renard et aussi 3 autres joueuses de l'équipe de France ont dit que tant que ça sera elle et son staff en équipe de France, elles ne voudront plus jouer. Et vu que Wendy Renard, c'est quand même la cadre des Bleus, donc du coup, elle a été licenciée, la sélectionneuse. Du coup, c'est fini. Donc, concernant Corinne Diacre, son futur, elle est dans le viseur de plusieurs clubs français, notamment en Ligue 2. Elle pourrait déjà reprendre du service, cette fois-ci entraîner des équipes masculines, on peut dire. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, donc ouvrez le banc. Donc, Corinne Diacre écartée du poste de sélectionneuse par le comité exécutif de la Fédération française de football. Cette dernière doit maintenant régler sa succession à un peu plus de 4 mois de la Coupe du Monde. Donc voilà, qui sera la nouvelle sélectionneuse de l'équipe de France. Donc qui pour remplacer Corinne Diacre? Donc il y a Gérard Prêcheur, actuellement l'entraîneur de l'équipe du Paris Saint-Germain féminin. Il y a Hervé Renard aussi qui circule, c'est actuellement l'entraîneur de l'Arabie Saoudite ou un autre entraîneur ou une autre femme employée entraîneuse. Donc plus de 3000 votants et la plupart ont mis Hervé Renard quand même à 78%. Aimerait voir l'entraîneur actuel de l'Arabie Saoudite devenir l'entraîneur de l'équipe de France féminine. Donc on connaîtra très prochainement l'heureux élu. Concernant Noël Le Graët, a prononcé un discours d'adieu devant les salariés de l'AFFF, c'était hier un jeudi, assurant qu'il allait désormais se défendre. Voilà. Et Noël Le Graët ovationné lors de son départ de l'AFFF, il a été ovationné par tout le monde l'a applaudi par rapport à son discours d'adieu, parce que vous savez qu'il a dû démissionner, il était forcé quand même de démissionner parce que lui ne voulait absolument pas démissionner bien sûr de son poste de la FFF. Amédi Oudéa Castéra sur l'éventuelle venue de Platini à la présidence de la FFF, ça peut être une option. Vous savez qu'actuellement c'est Philippe Diallo qui est le nouveau président de la FFF par intérim jusqu'au mois de juin. Au mois de juin il y aura une réunion et Platini peut-être, ça peut être lui le futur président de la FFF. Donc elle a dit: je n'ai pas évoqué un instant cette question avec Michel Platini, je dois tenir mon rôle, mais rien que mon rôle, ce n'est pas mon rôle de choisir le président de la FFF. Donc comme j'ai dit, la réunion sera au mois de juin.
juin pour savoir qui sera le nouveau président de cette fédération française de football, et toujours avec la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, sur le chaos durant la finale de la Ligue des Champions. On s'est excusé à plusieurs reprises, j'ai expliqué qu'il aurait fallu faire preuve d'empathie plutôt qu'on avait tiré des leçons de cet événement difficile à vivre compte tenu du passé des supporters de Liverpool. Donc n'oubliez pas que tous les supporters de Liverpool, j'en ai parlé il y a quelques jours, ont tous été remboursés leur place, même ceux qui sont rentrés dans le stade où il y a eu peu de soucis, ils ont regardé le match. Tous les supporters de Liverpool ont reçu, en gros, ils se sont fait rembourser leur ticket. Le Maroc devrait remplacer l'Ukraine dans la candidature commune de l'Espagne et du Portugal pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Donc voilà, en gros, les pays hôtes pour organiser cette Coupe du Monde 2030 seront sélectionnés dans un an. Donc n'oubliez pas, déjà en 2026, ça sera dans 3 pays, ça sera au Canada, aux États-Unis et au Mexique, ça c'est officiel. Voilà les dates, on connaît déjà les villes où seront organisés ces matchs de la Coupe du Monde. Et concernant l'après Coupe du Monde, donc en 2030, donc pour l'instant il y a 3 candidatures, donc c'est à chaque fois des candidatures communes. Hein. C'est que maintenant il y a la Coupe du Monde, il n'y a plus trop de candidatures seulement sur un pays, on va dire. Candidature numéro 1, donc l'Espagne, le Portugal, Ukraine, mais bon, encore ce qui se passe en Ukraine, c'est compliqué, donc c'est pour ça que ça pourrait être le Maroc, comme j'ai dit juste avant, le Maroc qui pourrait remplacer l'Ukraine dans la candidature numéro 1. Candidature numéro 2, l'Arabie Saoudite, la Grèce, l'Égypte, et candidature numéro 3, l'Argentine, Uruguay, Paraguay et Chili. Donc vu qu'on sera en 2030, l'Uruguay, les gars, qui a organisé la première Coupe du Monde en 1930, c'est après le centenaire chez eux, c'est pour ça que ça peut être une option. Donc on connaîtra quelle candidature sera retenue, ça sera dans un an, bien sûr, hein, donc on a le temps bien sûr, vu que le début de la Coupe du Monde c'est seulement dans 7 ans. Et on finit les gars cet épisode, c'est la dernière photo du jour. Donc quel joueur vous vient en premier en voyant cette écusson? L'écusson de l'Inter Milan. Donc moi j'ai pensé directement à Lukaku, ça a eu tellement de légendes du côté de l'Inter, je ne vais pas toutes les citer, mais j'ai pensé directement à Lukaku, c'est le premier joueur qui m'est venu à l'idée, en plus c'est toujours un joueur de l'Inter, donc n'hésitez pas à mettre, vous avez pensé à qui quand vous avez vu en premier l'écusson de l'Inter Milan. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve ce soir pour la deuxième partie de l'épisode, bonne journée à vous et à tout à l'heure.